Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Mais mon frère m'a fait découvrir un documentaire il y a quelques jours de cela et donc j'ai eu un véritable coup de cœur. Et j'ai eu cette idée de contacter son réalisateur qui est Tancred Ramonet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Peggy. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je suis Tancred Ramonet. Je suis réalisateur de documentaires. Je suis aussi producteur de films au sein d'une société qui s'appelle Temps Noir, où on est un collectif de producteurs. Et puis, je suis aussi musicien. Là, en particulier, on est dans nos studios d'enregistrement où je joue dans un groupe qui s'appelle ACAB, comme le capitaine ACAB, ACHAB. Et on est en train de préparer notre nouveau disque, là, qui devrait sortir à la rentrée. D'accord. Pourquoi ça avoir... Peggy, la connexion? Oui, c'est bon, je vous ai entendu, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce documentaire sur l'anarchisme? Eh bien, moi, quand j'étais adolescent, j'ai été à la fois militant ou proche d'une organisation qui s'ouvrit. Je participais en spectateur au mouvement rock alternatif et ce mouvement m'a ouvert, disons, m'a permis de découvrir la pensée libertaire et anarchiste que j'ai eu envie de fouiller un petit peu. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu une sorte un pied dans le communisme orthodoxe et un autre pied dans, disons, la pensée autonome, anarchisante, qui innervait ce mouvement du rock alternatif. Et puis, après un certain temps, quand j'ai acquis une certaine maturité, puis un certain savoir-faire, eh bien, je me suis lancé dans l'histoire de l'anarchisme en documentaire parce que j'avais constaté qu'en fait, il y avait des histoires de l'anarchisme de pays, l'anarchisme argentin, l'anarchisme français, où il y avait eu des livres ou des films sur des moments, sur la révolution libertaire en Espagne, ou sur la Makhnovchina, mais il n'y avait jamais eu, disons, d'histoire globale et mondiale de l'anarchisme. Et donc, je me suis intéressé à cette histoire mondiale de l'anarchisme. Et donc, je me suis dit que sans doute, ça devait intéresser d'autres personnes. Donc, je me suis mis à essayer de l'écrire en la découvrant. Et puis, avec cette idée de la partager. Est-ce que vous pouvez raconter une courte histoire de l'anarchisme? Parce que c'est vrai que c'est un documentaire qui dure presque 3 heures, même 4 heures, un peu plus, qui est en 3 parties, et du coup, voilà, qui raconte beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez essayer de raconter une petite histoire de l'anarchisme? Alors qui est même en 4 parties, donc je vais essayer de la raconter, de résumer, puisque déjà ce documentaire, en fait, est une forme de grosse synthèse de cette histoire de l'anarchisme. Mais disons d'abord pour expliquer un peu quelles sont les prémices de cette histoire de l'anarchisme, c'est que il y avait un certain nombre d'idées reçues sur l'anarchisme, que l'anarchisme c'était un mouvement petit bourgeois, que c'était des explosions sporadiques, que parfois dans certains moments de l'histoire il y avait comme des explosions d'anarchisme et puis que l'anarchisme redisparaissait. Et en réalité, moi, ce que j'ai découvert en m'intéressant à l'histoire mondiale de l'anarchisme, c'est que en fait il y a, évidemment, et le dernier idée reçue, c'est que l'histoire de l'anarchisme se limitait à une histoire, disons, occidentale. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était une histoire qui avait presque 200 ans, qui était une histoire internationale, qu'elle était continue et qu'elle avait sa cohérence. Et voilà, et dans ce documentaire, ou cette série de documentaires sur l'histoire de l'anarchisme, j'ai identifié un peu 3-4 grandes périodes de l'histoire de l'anarchisme, qui sont d'abord de sa naissance à la Première Guerre mondiale, celui où l'anarchisme existe comme courant
et s'affirme avec Proudhon pour la première fois de manière positive lorsqu'il dit bien que très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste, et que aussitôt, disons, dans les 50 premières années de son existence, ses principaux courants naissent. Le courant individualiste, le courant anarcho-syndicaliste, le courant des éducationnistes réalisateurs et le courant des individualistes. Et aussi, bon, il y a le courant des insurrectionnalistes, etc. Donc, on voit naître les différents courants, différentes expériences, parce qu'en fait, l'anarchisme étant réprimé, il essaye de s'adapter à chaque fois aux situations et aux circonstances qu'il rencontre. Puis, il y a une deuxième grande période qui est, disons, la participation, voire l'initiative des anarchistes dans certaines révolutions. Et ça, c'est la deuxième partie de cette histoire de l'anarchisme, qui englobe, disons, la première moitié du XXe siècle, où on se rend compte que les anarchistes sont, disons, aux avant-postes des grandes révolutions, des premières grandes révolutions du XXe siècle, avec la révolution mexicaine, puis la révolution russe et à côté de la révolution russe, la révolution libertaire en Ukraine, avec la fameuse Makhnovtchina, qu'ils sont présents dans les tentatives révolutionnaires en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans la révolution en Allemagne, avec les conseils de Bavière, dans les tentatives insurrectionnelles en ils sont présents dans aussi aux États-Unis d'Amérique. Le mouvement anarchiste est cassé avec l'affaire Sacco et Vanzetti. Et puis, il y a ce grand moment de visibilité internationale de l'histoire de l'anarchisme, évidemment, en Espagne, pendant ce qu'on a coutume d'appeler la guerre civile, et qui est en fait une révolution qui a lieu dans toute l'Espagne, en Catalogne, mais pas que, aussi en Andalousie, et qui, pendant ce que Magnus Etzelsberger a appelé le bref été de l'anarchisme, pendant 9 mois, arrive à mettre en place au quotidien, à l'échelle de très grandes régions, c'est ce qu'il prenait depuis pratiquement 100 ans. Ça, c'est la deuxième période, la participation des anarchistes aux grandes révolutions du XXe siècle. Et puis ensuite, il y a, disons, deux grandes périodes qui sont après la Deuxième Guerre mondiale. Disons, une période qui correspond à un recul de l'anarchisme et qui va essayer de renaître de ses cendres en essayant de reprendre ou de reconquérir l'hégémonie culturelle. Et c'est du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à mai 68. Et puis, une deuxième partie, enfin une quatrième partie de cette histoire de l'anarchisme, qui est le retour au lendemain de 68 à la lutte armée, à l'espoir ou l'espérance de recréer des mouvements de masse qu'on retrouve autour des mouvements Occupy Wall Street, dont on voit l'influence, sans toujours dire son nom, dans le mouvement zapatiste. Et voilà, quoi. Et puis, nous sommes voilà, en gros, ces moments de l'histoire de l'anarchisme que j'ai essayé de faire apparaître dans ces 4 volets. Est-ce que vous pouvez raconter... Ça coupe pas trop, Peggy? Ça bug un petit peu, mais ça va, on vous comprend quand même, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez expliquer leur philosophie, leur façon de vivre des anarchistes? Alors, la philosophie de l'anarchisme, dès l'origine, l'anarchisme identifie, disons, les points centraux de la domination, dès l'origine, avec Proudhon, que sont l'Église et la religion, l'État et le patronat, l'exploitation capitaliste. Et selon les anarchistes, dès l'origine, il s'agit de détruire ensemble et en même temps toutes les formes de domination. C'est ce qui fait la spécificité de l'anarchisme. C'est non pas de dire que il y a des formes de domination qui seront détruites ultérieurement si on détruit une principale source de domination qui serait identifiée, mais que les dominations, en fait, se soutiennent, se superposent, s'entretiennent, se consolident, et que donc, il faut les détruire tout ensemble et en même temps, s'attaquer à tout ensemble et en même temps.
Alors, ça ne veut pas dire que chacune des personnes ça doit s'attaquer à toutes les formes de domination, mais que nous devons avoir une pensée qui prend en compte l'ensemble de ces formes de domination et qui arrive à comprendre que ces formes de domination s'entretiennent, se superposent et s'abattent et frappent en même temps. Et donc, c'est pour ça que l'anarchisme, c'est non pas la lutte contre l'exploitation économique seulement la lutte contre le patriarcat, la lutte contre la domination des humains sur la nature, mais la découverte que l'ensemble de ces dominations que ces dominations fonctionnent ensemble et qu'il faut les détruire toutes. Alors évidemment, à l'origine, les anarchistes n'avaient pas identifié toutes les formes de domination, ils les pressentaient. Mais très rapidement, comme c'est une pensée qu'on appelle une pensée sans dogme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un penseur qui a défini une fois pour toutes ce qu'était l'anarchisme, mais que c'est des penseurs et des penseuses, les uns et les unes après les autres, qui viennent chacun ajouter leur pierre à l'édifice, eh bien, on a une pensée qui est en perpétuel mouvement et qui, chacun est venu apporter sa pierre à l'édifice en découvrant de nouvelles formes de domination, comment en fait le pouvoir se déplace et donc avec cette idée que il faut s'y attaquer et les détruire. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Et que en fait dans le processus de lutte lui-même, on peut s'émanciper et même plus loin que ça, on n'est pas obligé d'attendre que la révolution ait lieu pour faire déjà des révolutions à son niveau personnel. C'est aussi ça l'anarchisme, il y a une philosophie de l'ici et du maintenant. Il y a un horizon qui nous est donné, vers lequel aller, mais il y a aussi une sorte d'éthique du quotidien déjà qu'on peut mettre en place. Voilà. Et qu'on doit interroger, questionner, et que chacun aussi est anarchiste un petit peu à sa manière, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui ou quiconque qui se définit comme anarchiste l'est. Mais voilà, je le redis, l'anarchisme, c'est une pensée qui propose, qui pense que c'est une pensée politique qui dit que l'on peut vivre débarrassé des formes de domination non consenties et qui est une pensée critique qui arrive à les pointer et à les analyser et à les critiquer, évidemment. Et vous l'avez dit, hein, il y a eu des réussites d'ailleurs dans l'anarchisme, il y a eu des écoles qui ont été construites, des hôpitaux aussi. Est-ce que vous pouvez raconter tout ça également? Alors, redites-moi, Peggy. Alors, les réussites en fait de l'anarchisme, parce que vous le dites, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux pour aller justement vers le droit humain en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ces réussites de l'anarchisme? Alors bien sûr, il y a beaucoup de réussites de l'anarchisme. D'ailleurs, c'est la partie en réalité qu'on connaît le moins. C'est-à-dire qu'on pense que les anarchistes sont de doux rêveurs, des utopistes, ou dont le but est de tout détruire, qu'ils ont le couteau entre les dents et la bombe à la main. Alors qu'en réalité, en fait, dans nos pratiques de vie et dans notre environnement quotidien, nous bénéficions de ce pourquoi des anarchistes, mais pas que, se sont battus, pour certains sont morts, mais des idées et des pratiques qu'ils ont réussi à faire triompher. Alors, d'abord, faut juste répéter que dans l'histoire, il y a eu des moments où l'ensemble des idées anarchistes ont pu être mises en pratique. Je le disais sur la guerre d'Espagne. Il y a eu d'autres moments, pendant la révolution libertaire en Ukraine, pendant la révolution au Mexique, quand il y a eu une insurrection en Basse-Californie avec les frères Flores Magón, etc. Et puis, des petits moments dans l'histoire, quand en mai 68, la Sorbonne a été occupée et est devenue une commune libre, et pendant quelques temps, il y a eu un fonctionnement libertaire à la Sorbonne, il y a eu des fonctionnements libertaires, où il y a des fonctionnements d'inspiration libertaire dans le Chiapas, aujourd'hui au Rojava, sous les bombes kurdes, turques, et face aux attaques de l'État islamique, les Kurdes mettent en œuvre une révolution égalitaire, paritaire et libertaire. Et puis, il y a dans nos vies de tous les jours des acquis, des conquis
qui ont été faits ou prônés par les anarchistes, qui aujourd'hui sont passés dans nos habitudes de vie sans qu'on s'en rende compte. Les anarchistes, par exemple, tenant des écoles libres, prônaient par exemple la mixité à l'école à la fin du 19e siècle, que les garçons et les filles étudient ensemble, ce qui apparaissait une aberration, que l'Église ne soit pas chargée de l'éducation, par exemple, mais que l'éducation soit laïque. Les anarchistes sont parmi les premiers à mener ces combats-là, évidemment, puisqu'ils sont contre les églises. Ils ne veulent pas que ce soit des prêtres ou des nonnes qui fassent la classe. Et pour avoir porté ces idées-là, certains anarchistes, comme Ferrer, sont exécutés en Espagne parce qu'il voulait arracher l'école au clergé avec son école moderne qu'il avait créée et qui lui vaudra d'être fusillé en 1909. Donc, des anarchistes, et notamment les femmes anarchistes, comme Emma Goldman ou Voltairine de Cleyre, sont parmi les premières à prôner sur les droits des femmes le couple libre, l'amour libre, le droit à la contraception, la liberté de disposer de son corps. Toutes ces choses-là aujourd'hui qui nous semblent communes et dont on pense que ça a été largement partagé, ben non, c'est des combats qu'elles ont menés, elles ont été traitées à l'époque de tous les noms. Alors elles combattaient aussi avec d'autres féministes, qui étaient les premières féministes, mais enfin, elles articulaient tout ça avec une vision du monde qui était une vision d'un monde libre où chacun pourrait être responsable de lui-même et nouer des relations avec qui bon lui semblait. D'ailleurs, par exemple, Emma Goldman était favorable aux relations et a défendu toujours les homosexuels, favorable aux relations homosexuelles. Voilà, donc voilà alors ce ne sont pas des acquis forcément que des anarchistes, mais pour lesquels les anarchistes se sont battus. La journée du 8 heures, c'est une conquête qui a été partagée par le mouvement syndical, mais qui a été menée avec des anarchistes en première ligne. Il faut se rappeler que le grand rassemblement qui a eu lieu à Market aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui va donner, en fait, dont la répression va donner la commémoration du 1er mai, est une manifestation anarchiste pour la journée du 8 heures. Et voilà, donc c'est tout ça pour dire que on a on vit dans un monde dans lequel les idées anarchistes sont en réalité on a invisibilisé leur origine, mais elles sont largement partagées. Et je vais en donner une dernière. Les premiers grands penseurs de l'écologie sont des anarchistes. C'est Élisée Reclus, fin du 19e, début du 20e, qui est un immense géographe. À l'époque, c'est une des 3 figures françaises les plus connues à l'international, avec Victor Hugo. Élisée Reclus a écrit une géographie mondiale. Et Élisée Reclus pense que le capitalisme détruit la nature et qu'il faut préserver la nature et détruire le capitalisme, à l'inverse. Et c'est Murray Bookchin, ensuite aux États-Unis, dans les années 60, qui va remettre l'écologie au cœur des logiciels politiques et révolutionnaires et va créer ce que lui, il appelait l'écologie sociale et qu'aujourd'hui, on appelle l'écologie politique. Et voilà, et tous ces mouvements écologistes ou écologiques qu'on connaît aujourd'hui, en réalité, s'originent dans une pensée libertaire. Voilà, pour donner quelques exemples. Et quand on est un écologiste conséquent, en réalité, en quelque sorte, on devrait être, d'une manière ou d'une autre, anarchiste ou libertaire. C'est vrai qu'aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre documentaire, c'est vrai qu'en... Et alors, vous le disiez, par exemple, Peggy, vous le disiez sur les... oui, vous le disiez, Peggy, pardon, sur les hôpitaux. Je voulais dire ça parce que c'est intéressant et je n'en ai pas parlé dans la série. Mais par exemple, il y a toute une réflexion autour de, disons, la décarcélarisation, par exemple, de l'hôpital psychiatrique qui se fait en France autour de la psychothérapie institutionnelle qui est menée par Toscaïès. Et Toscaïès est un ancien combattant du POUM de la guerre d'Espagne. C'est un médecin espagnol qui vient à Saint-Alban et qui montre qu'un autre hôpital psychiatrique est possible et que plutôt que d'essayer d'enfermer les malades mentaux, eh bien, il y avait plutôt, il fallait d'abord soigner l'asile et le débarrasser de toutes ces conceptions autoritaires. Ils ont révolutionné la psychiatrie à Saint-Alban en menant une véritable révolution libertaire à l'échelle de leur hôpital de Saint-Alban, qui ensuite
diffuser dans le monde entier sa pensée. Frantz Fanon est venu aux côtés de Toscaïès découvrir les nouvelles méthodes et ensuite les partager quand il a été médecin psychiatre en Algérie, par exemple. Oui, non, ça je me rends compte énormément quand on connaît très mal l'histoire de l'anarchisme. On connaît beaucoup celle du communisme, mais très peu de l'anarchisme. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que vous avez montré aussi qu'effectivement, il y a des gens qui sont morts pour leur combat. Et ça fait du bien de montrer parce qu'on ne connaît que ceux qui sont morts du communisme et pas de l'anarchisme. Mais est-ce que vous pouvez essayer de développer, de dire pourquoi ils sont morts et les personnes importantes qui sont mortes également à travers ces combats? Alors, Peggy, je n'ai pas bien entendu votre question, mais est-ce que c'est, si j'ai compris, est-ce que c'était pourquoi la répression a-t-elle été si dure? C'est ça? Surtout, en fait, j'expliquais que, voilà, on connaissait l'histoire du communisme, qu'on sait qu'il y a eu des morts pour les communistes, mais on ne sait pas trop pour les anarchistes. Du coup, est-ce que vous pouvez dire pourquoi est-ce que ces personnes-là, qui, du coup, se battaient pour leurs idées, sont mortes? Et dans quelles conditions aussi? Alors, c'est la toute fin de la question que je n'ai pas bien entendue, pardon. Alors, pourquoi elles sont mortes? Enfin, pour quelles raisons elles sont mortes? Et comment elles le sont, comment et pourquoi ces anarchistes sont morts? Alors, bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, de manière générale, et nous l'avons vécu en France ces dernières années, les mouvements révolutionnaires ou insurrectionnels sont toujours très fortement réprimés par les pouvoirs. On a vu qu'au moment des mouvements des Gilets jaunes, qui ne demandaient qu'un peu de justice sociale, ils ne demandaient même pas encore de faire la révolution, mais juste un peu de justice sociale, on n'a pas hésité à envoyer la police qui a crevé des yeux et coupé des mains. Donc, il faut imaginer que à la fin du 19e siècle, on utilisait des méthodes encore plus violentes. Faut se rappeler qu'au moment de la Commune de Paris, où il était juste question de partager un peu les richesses, de donner le droit de vote aux femmes, de permettre aux analphabètes d'apprendre à lire, d'éduquer les enfants, etc. La répression a été terrible puisque il y a eu plus de entre 20 et 25 000 morts lors de la semaine sanglante qui ont été fusillés contre des murs. Donc, systématiquement, qu'on a voulu remettre en cause les privilèges de ceux qui dominent, les réponses sont d'une extrême violence. Et cette réponse d'une extrême violence, en général, s'accompagne aussi de tout un ensemble de dispositifs qui non seulement vont d'abord réprimer les mouvements révolutionnaires, mais ensuite vont invisibiliser ce qu'étaient leurs revendications ou leur histoire, et en parler comme de faits divers. Donc, il y a toute une idéologie aussi qui se met en place pour faire disparaître l'existence de ces mouvements ou les déconnecter et ne pas en rendre compte ou rendre compte des raisons pour lesquelles ils ont existé. Et voilà un peu ce qui a frappé les anarchistes, puisque les anarchistes ont été, d'un côté, se sont opposés au pouvoir de la bourgeoisie dans les pays occidentaux, dominés encore par, disons, la bourgeoisie capitaliste, et dans les pays qui se disaient socialistes, eh bien, ils n'avaient pas intérêt à voir des vrais révolutionnaires apparaître et les critiquer, puisqu'il faut rappeler que les anarchistes ont été les premiers à critiquer la dérive autoritaire et dictatoriale des bolcheviks. Eh bien, la répression s'est terriblement abattue sur eux aussi, et on a effacé leur existence en Union soviétique, dans tous les pays de l'Est et partout où des révolutions bolcheviques ont eu lieu. Et donc, ça se traduit par l'exécution,
ça se traduit par l'enfermement, ça se traduit par le fait de réduire au silence, ça se traduit par la censure. C'est tout l'arsenal de répression et tout l'arsenal de répression, depuis la mort jusqu'à la censure, qui est mis en œuvre. Ou au discrédit, évidemment, aussi. Une pratique qu'on voit, par exemple, ces derniers temps, utilisée, par exemple, contre la France insoumise, par exemple, l'accusation d'antisémitisme, qui a été abondamment utilisée contre les anarchistes. Alors, évidemment, il y avait des raisons. Hein. Proudhon et Bakounine étaient violemment antisémites, vraiment des antisémites complets, hein, totaux. Mais la critique de l'antisémitisme des pères de l'anarchisme a été formulée par des anarchistes en premier, et il y a eu tout un courant aussi de l'anarchisme porté par des juifs qui ont lutté contre, disons, ce démon originel qui était là dans l'anarchisme et dans le socialisme de la moitié du 19e siècle, et l'ont sorti des rangs du socialisme. Bonne transition. Voilà, mais l'accusation d'antisémitisme contre l'anarchisme dure longtemps. D'accord. Du coup, bonne transition, parce qu'effectivement, vous parlez aussi des juifs qui ont travaillé avec les anarchistes. Qu'est-ce qui leur plaisait aux juifs de travailler, c'est ça, avec les anarchistes? Pourquoi est-ce qu'ils se reconnaissaient plus envers les anarchistes plutôt qu'une autre idéologie ouais, voilà. Vous avez compris? Alors, je suis Peggy, c'est encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu votre question. Ouais. Alors, c'est par rapport aux juifs, du coup, comme on vient d'en parler, pourquoi les juifs se sont vite reconnus, en fait, dans cette philosophie de l'anarchisme? Non, j'ai pas eu le début. Non, pourquoi les juifs se sont-ils réunis avec les anarchistes? Pourquoi, voilà, ils ont accepté, enfin, ils se sont plus reconnus, en fait, dans cette philosophie. Non, moi, ça saute trop. Moi, vous me recevez, Peggy, ou pas? Oui, alors, un peu haché des fois, mais je vous reçois. Mais, non, pas j'ai essayé de passer. J'ai essayé de passer peut-être sur un autre réseau, encore. Ouais, d'accord. J'ai essayé de passer sur... Voilà. Vous m'entendez mieux? Ah, ça a marché beaucoup mieux. Ah, bah super. On continue comme ça. Ça va. On va recommencer. Ouais, bien, pas de souci. Du coup, voilà, je voulais parler des Juifs, et c'est bien que vous en parlez beaucoup aussi dans votre documentaire. Pourquoi est-ce que les Juifs se sont reconnus à travers cette idéologie anarchiste? Pourquoi est-ce qu'ils ont cherché assez vite de se mettre avec eux et voilà, de vivre dans cette idéologie, dans cette philosophie-là? Alors, je me rappelle, juste pour raconter une petite anecdote, qu'on avait interviewé Noam Chomsky pour l'histoire de l'anarchisme, et on lui avait demandé pourquoi il était anarchiste. Et sa réponse avait été absolument géniale, parce qu'il avait dit, mais moi je suis né dans un quartier où à l'époque, c'était pas qu'on connaissait l'anarchisme ou on s'intéressait à l'anarchisme, c'est que nous, on vivait en anarchie dans mon quartier à Brooklyn. La police n'entrait pas. Les seules manières de pouvoir survivre, c'était de s'entraider. Il n'y avait pas d'argent. Et voilà. Et tout le monde était. Et on vivait comme ça en communauté où il n'y avait ni État, ni pouvoir, ni quoi que ce soit. Et on s'entraidait et c'était la solidarité. Et il disait donc c'est qu'en fait, j'ai été anarchiste, j'ai vécu l'anarchie. Je ne suis pas devenu anarchiste. J'ai été dans l'anarchisme, dans l'anarchie. Alors,
il y a plusieurs choses, évidemment, chacun apporte sa réponse. Ce qu'il y a, c'est qu'il est vrai qu'il y a une tradition chez toute une partie des grands penseurs du socialisme juif dans tous les pays qui sont des grandes figures aussi de l'anarchisme. Je cite quelques noms comme ça, Emma Goldman, évidemment, qui est à l'époque considérée comme la femme la plus dangereuse d'Amérique, mais Emma Goldman est une juive russe qui a été en Lituanie puis qui a émigré aux États-Unis d'Amérique et qui, à la suite du massacre de Haymarket dont je parlais, qui fera la journée du 1er mai, découvre l'anarchisme et se convertit à l'anarchisme. Il y a aussi avant elle, Bernard Lazare en France, qui est en quelque sorte l'inventeur de l'affaire Dreyfus, puisque c'est celui qui va aller dire à Zola qu'il y a une injustice qui est faite au capitaine Dreyfus et que c'est parce qu'il est juif qu'on est en train de le condamner et qu'on l'accuse de trahison. Et ben Bernard Lazare est un socialiste révolutionnaire anarchiste qui ensuite va d'ailleurs créer la Shomerat Zahir et un des grands penseurs aussi, disons, de ce qu'on appelle le scoutisme, pour aller vite, le scoutisme juif, et du mouvement Kibboutz, est inspiré de Bernard Lazare, qui était un penseur anarchiste et libertaire. Et il y avait au sein de la Maknovtchina, par exemple, un bataillon qui s'appelait le bataillon des canonniers juifs, qui était un bataillon redoutable, qui était aux avant-gardes de la Maknovtchina et protégeait les arrières avec ses canons contre les attaques des blancs ou des rouges. Voilà, donc il y a une tradition de l'anarchisme juif. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être Rudolf Rocker, qui est un grand penseur de l'anarchisme, qui émigre de Prusse et d'Autriche pour aller au Royaume-Uni et écrit un livre qui s'appelle Nation et culture, si mon souvenir est bon, qui avait expliqué que, en fait, à l'époque, les Juifs étaient le sous-prolétariat étaient les humiliés des humiliés. Ils étaient encore en dessous, disons, des travailleurs natifs des pays, puisqu'il y avait fuyant les pogroms, il y avait tout un ensemble, une population juive qui était migrante comme ça, et qui occupait les emplois les plus difficiles, vivaient dans les quartiers les plus infâmes et insalubres, etc. Et lui pensait que son devoir d'anarchiste était d'être à leur côté. Et donc, il avait appris le yiddish, et avec eux, il écrivait, il faisait publier un journal, et il a défendu et participé à la création de tout un mouvement yiddish anarchiste en Grande-Bretagne. Et en gros, il disait que voilà, les Juifs qui avaient leur expérience du ghetto, du shtetl et tout, ils retrouvent un peu ce que disait Chomsky, c'est-à-dire avaient cette expérience de la vie communautaire, et que donc beaucoup plus naturellement que d'aller vers, disons, le parti, il était plus le parti marxiste, pour les Juifs qui étaient à l'intersection de nombreuses luttes, eh bien, il était normal qu'ils se tournent vers l'anarchisme. Et d'ailleurs, voilà, beaucoup de Juifs étaient anarchistes et ont été des grandes figures de l'anarchisme. Voilà, jusqu'à nos jours, puisque Noam Chomsky, un des intellectuels les plus importants au monde, un des plus grands linguistes, révolutionnaires linguistes, est un anarchiste total et complet. J'ai remarqué une chose aussi quand j'entends les gens parler de la politique et de la gauche essentiellement, ils ne parlent jamais de l'anarchisme. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Est-ce que vous pensez parce que ça fait peur ou... Alors, oui et non. Depuis quelques années, je trouve qu'on en reparle à nouveau. Ouais. Il y a eu une redécouverte de l'anarchisme dans les années 60. On l'avait perdu de vue dans les années 80-90. Et puis, il y a un regain de l'anarchisme depuis quelques années qui, je trouve, fait son chemin dans de très nombreuses têtes, parfois sans toujours dire son nom. David Graeber a parlé des nouveaux anarchistes qui sont anarchistes sans savoir qu'ils le sont, mais qui sont pour
des organisations horizontales dans les mouvements, pas de représentation, pas de leader pour l'action directe, hein, comme les mouvements Extinction Rebellion, au moment du mouvement Occupy Wall Street, etc., font attention à l'expression de chacun et que chacun puisse s'exprimer en première personne, de toutes les qu'on ne parle pas à la place des discriminés, mais c'est que les discriminés qui prennent la parole et parlent de ce qu'ils connaissent de leur combat, etc., etc. Donc ça on le retrouve. Et un des symboles, il y a deux symboles peut-être de cette résurgence de l'anarchisme. Le premier, par exemple, en France, il est très clair, c'est qu'à plusieurs reprises, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, dont on ne peut pas dire qu'il soit un anarchiste pur sucre, a dit qu'il avait un esprit libertaire et a, à de nombreuses reprises, dans des discours de campagne, dans des villes comme Toulouse, hein, c'était pas innocent, hein, appelé les anarchistes à venir le rejoindre. Et donc, il sent bien qu'il y a une présence de l'anarchisme et que l'anarchisme, notamment chez les jeunes générations, intéresse de plus en plus. Donc ça, c'est le premier symbole. Le deuxième, il est presque encore plus, disons, prégnant et fort, c'est le fait qu'une partie de l'extrême droite ou des néolibéraux s'appelle ou s'intitule anarchiste. On voit en ce moment, par exemple, le président de l'Argentine, Milei, qui a dit qu'il était un libertarien. Libertarien, normalement, c'est anarchiste. On a le président, le directeur, le PDG de X, anciennement Twitter, Elon Musk, qui se définit lui aussi comme un libertarien ou un capitaliste, un anarchiste de droite ou un anarcho-capitaliste, comme ils veulent s'appeler. Et voilà. Et dans l'histoire, chaque fois que l'anarchisme a été, disons, a commencé à réoccuper un espace, eh bien, on a remarqué que les réactionnaires, souvent les plus à droite, voire à l'extrême droite, eh bien, ont toujours essayé de se draper comme ça du drapeau noir pour faire croire qu'ils étaient moins réactionnaires qu'ils n'étaient. Hein. Et c'est un signe de la résurgence et de la force de l'anarchisme aujourd'hui, par exemple, ça. Qui sont-ils alors, du coup, les anarchistes aujourd'hui ? Eh bien, des anarchistes, il y en a, je reprends un peu cette idée de David Graeber, il y a un petit peu deux types d'anarchistes. Il y a les anarchistes, disons, traditionnels et orthodoxes, qui sont... alors, je dirais qu'il y en a même trois types d'anarchistes. Il y a les anarchistes orthodoxes et traditionnels qui sont au sein des grandes organisations anarchistes. Et par exemple, l'été dernier, il y avait le rassemblement, le CIRA, le rassemblement de toutes les organisations anarchistes qui avait lieu, comme tous les 10 ans, en Suisse, et qui est une manière de se compter, de faire de débattre de nos idées, de voir que plusieurs générations sont là et de confronter un peu les idées. Donc ça, c'est une première, un premier nombre d'anarchistes qui finalement reste celui-là toujours minoritaire. Puis il y a une deuxième, disons un deuxième groupement d'anarchistes un petit peu plus large, qu'on pourrait appeler les anarchistes hétérodoxes, ou tous ceux qui se définissent aussi comme libertaires. Et là, ça commence à toucher plus de monde. Les anarchistes lifestyle, les artistes, à l'intérieur, ceux qui se disent libertaires et quelque chose d'autre, etc., ou qui ont un esprit libertaire. Et on voit bien, par exemple, que quelqu'un comme Poutou, par exemple, peut se définir comme libertaire et a évidemment une histoire anarchiste, Poutou. Et donc là, on commence à voir qu'il y a plus de monde. Et puis après, comme le disait David Graeber, il y a la masse aujourd'hui de ces gens qui sont anarchistes parce qu'ils ont des idées anarchistes ou qu'ils mettent en œuvre des pratiques anarchistes, mais qui ne se disent pas anarchistes parce qu'ils ne s'intéressent pas ou ne connaissent pas disons les doctrines, pour aller vite, hein, la pensée libertaire, n'ont jamais lu un auteur anarchiste, et pourtant, au quotidien, s'interrogent sur leur masculinité toxique, par exemple, ce qui est une destruction, une forme de destruction à l'intérieur de soi-même du patriarcat, une destruction d'une forme de domination, et qui est, disons, à elle toute seule n'est pas un anarchisme, mais associée à la prise de conscience que les formes de domination s'entretiennent et se superposent, commence à faire
le début d'une prise de conscience libertaire. Évidemment, un des endroits où c'est sans doute le plus fort aujourd'hui, si j'avais à faire un 5e épisode de l'histoire de l'anarchisme, sans doute que je commencerais par aujourd'hui, disons, l'influence ou comment les mouvements LGBT+, ou à l'intérieur des mouvements féministes radicaux, eh bien, il y a une véritable pensée libertaire qui se diffuse, quoi. Je me rappelle, par exemple, d'avoir participé à la Gay Pride, à la Pride, d'ailleurs, puisqu'on ne dit plus la Gay Pride, excusez-moi, j'ai parfois des retards générationnels, à Saint-Brieuc, et où une femme trans avait pris la parole en premier, était organisatrice de la manifestation, et avait pris la parole en premier en disant que nous manifestions contre toutes les formes de domination, parce que toutes ces formes de domination s'entretenaient et se superposaient, et qu'il fallait toutes les détruire en même temps, c'est-à-dire qu'elle tenait un discours anarchiste. Voilà, sans le dire, sans même, je ne sais pas si elle le savait, ou voilà, sans le dire, elle tenait un discours anarchiste. L'était-elle ou se serait-elle dite anarchiste? C'est pas sûr, mais en tout cas, tous les anarchistes pouvaient se retrouver dans ce qu'elle venait de dire. Donc là, évidemment, c'est une question plus personnelle. Est-ce que des droits civiques, par exemple, on peut les considérer comme des anarchistes aussi? Alors, dans la droits civiques? Oui. Alors, là-dessus, il y a une réponse. Alors, oui et non. Qu'il y ait des influences libertaires, notamment sur la question de la non-violence. Il faudrait rentrer dans le détail pour expliquer comment est-ce que ça a circulé, par exemple, vers le mouvement des droits civiques, en passant par Gandhi, mais Gandhi lui-même étant en discussion avec des penseurs anarchistes qui étaient tenants d'un courant de l'anarcho-pacifisme, etc. Ce serait, voilà, ça prendrait trop de temps. J'en ai raconté des bribes dans le 3e épisode de l'histoire de l'anarchisme, mais je vais y répondre en citant d'autres personnes que sont les inventeurs d'un courant qui s'appelle le Black Anarchisme aux États-Unis d'Amérique. Et pour raconter, ce sont principalement deux personnalités qui sont absolument admirables et qui méritent d'être redécouvertes et reconnues. C'est Ashanti Alston ou Kuwasi Balagoon, qui sont deux anciens des Black Liberation Army, et qui ont été condamnés à de la prison pour avoir participé, disons, au combat des Black Panthers, de la Black Liberation Army, etc. Et en prison, eh bien, ils ont eu des lectures anarchistes, et en fait, ils se sont dit, l'un et l'autre, chacun de son côté, ils se sont dit, mais en fait, c'est ça qu'on pensait, mais on ne le savait pas. On était anarchistes, mais on ne le savait pas. Et en fait, ils sont sortis de prison, et ils ont créé en quelque sorte ce mouvement du black anarchisme avec cette particularité qui est hyper intéressante, Kuwasi Balagoon, il est en plus gay ou bisexuel, et donc là aussi à l'intersection de nombreuses discriminations, et donc il prend la conscience de l'ensemble des discriminations et de leur superposition, etc. Mais enfin, les deux, de leur côté, créent ce black anarchisme et disent, en réalité, voilà, font un bilan critique des Black Panthers et de la Black Liberation Army, en disant, voilà, on ne le savait pas, mais en fait, nous avions un fonctionnement anarchiste. Quand nous faisions les petits déjeuners pour les enfants, pour nourrir les enfants les plus pauvres qui n'avaient pas de petit déjeuner, en fait, on mettait en place une solidarité inspirée des courants de la solidarité de la fin du 19e siècle anarchiste. Quand et il disait même la même chose que a pu dire Chomsky sur son quartier, il disait même dans nos vies, à l'intérieur du ghetto, eh bien, en fait, on vit l'anarchisme quand, pour faire garder sa fille, on n'a pas les moyens de se payer un babysitter, ben on va voir la voisine, on lui dit, tu peux me garder ma fille parce que moi, je dois sortir ce soir, etc. Et il y a même un texte très beau où il explique que ils sont tellement anarchistes que d'ailleurs, ils ont inventé la musique la plus anarchiste qui soit, le free jazz et le jazz, et que le jazz est une musique anarchiste, puisque c'est l'union des individualités qui crée le collectif. On est au service du collectif, mais le collectif est aussi au service des individus. Voilà, une espèce de pensée complexe qu'on retrouve là, où c'est pas l'individu contre le collectif, mais c'est l'individu et le collectif qui travaillent ensemble, et que c'est eux qui l'ont inventé parce qu'en fait ils vivent de manière anarchiste, ils vivaient. Et donc c'est la pensée anarchiste qui devrait être la pensée révolutionnaire.
des Afro-Américains, disent-ils. Mais voilà, il faut la faire connaître, et le problème, évidemment, c'est qu'on empêche qu'elle soit connue. Et ils disent rétrospectivement, donc, nous étions anarchistes, et disent-ils, ça c'est une des raisons de notre défaite, c'est que nous ne l'avons pas été assez au sein du Black Panther Party ou de la Black Liberation Army, parce que nous avons fait trop confiance à des figures qui étaient des figures fondamentales et très importantes, mais résultat, quand ces figures ont été tuées ou arrêtées, eh bien, ça a cassé notre mouvement, alors que si nous avions eu un mouvement beaucoup plus en groupe autonome, eh bien, nous aurions peut-être été plus forts, et l'anarchisme peut nous apprendre ça. Voilà, pour dire un petit peu, voilà, et ils ont écrit des textes formidables que j'ai mis dans les petits carnets des bonus du DVD, enfin, etc., mais qui sont à redécouvrir. Et je pense que ça aussi, cette pensée, ce black anarchisme, qui a commencé à naître dans les années 80 et va se diffuser sans doute de plus en plus, et une aussi je pense, des originalités, disons des actualités de l'anarchisme aujourd'hui. Voilà. Ce sera la dernière question. Comment vous la sentez l'époque d'aujourd'hui? Parce qu'on le sait, hein, c'est pas très bon. Voilà, mais comment vous sentez-vous avec cette époque un peu rude? C'est très particulier parce que, bon, d'abord, moi, j'ai à la fois un tréfonds pessimiste dur qui fait en fait que je suis optimiste, disons, sur le court terme. Je suis pessimiste parce que je pense qu'on va tous vers la vieillesse, la maladie, tout ça, et que donc on va tous vers notre fin. Et donc, il y a quelque chose de triste là-dedans. Et voilà. Et que donc, raison de plus d'ailleurs pour ne pas s'infliger des souffrances supplémentaires, et qu'on devrait tous essayer d'être solidaires, de s'entraider, de partager, puisque on a suffisamment à faire avec, disons, les difficultés de la vie, quoi. Bon. Mais alors, dans la période particulière, à l'inverse, moi je suis très optimiste. Chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, je me dis ça y est, c'est peut-être la veille du grand soir. Je le croyais au moment des manifs de 95, je le croyais, donc je suis très mauvais en pronostic. Je le croyais au moment des manifs contre la loi travail, j'espérais au moment des gilets jaunes, etc. J'espérais au moment de la réforme des retraites. Et je me dis que là, concrètement, cette période, ça a le mérite de clarifier les choses, pas de la manière dont Macron espérait qu'elle se clarifie, mais qu'on commence à bien voir qui est avec qui et qui est contre qui, et qu'on va pouvoir commencer à se compter. Et le rôle, je crois, des anarchistes dans l'histoire, là pour le coup, je reparle en personne qui a étudié l'histoire de l'anarchisme, à chacune des époques de l'histoire, les anarchistes ont été présents, ont assumé leurs responsabilités. À la veille du coup d'État franquiste, les anarchistes ont appelé à voter pour le Front populaire en Espagne. À plusieurs reprises dans l'histoire, les anarchistes ont appelé à battre par tous les moyens qui nous étaient donnés, sans se faire aucune illusion sur certains, à faire battre l'extrême droite, à la battre partout, dans les urnes, dans la rue, partout où elle se présentera, à s'y opposer et à la battre. Et à faire front commun avec toutes les autres forces progressistes, en essayant d'ailleurs, dans ce mouvement de lutte et de résistance, de convaincre les gens que seul l'anarchisme, comme horizon, mais aussi comme méthode critique sur le chemin, apporte une solution à court, moyen et long terme. D'accord. Bah, super, ça sera le bon mot de la fin, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu quand même, on attend impatiemment quand même, on va dire, les résultats, et ça va être très long d'attente, et c'est vrai qu'on est quand même tous plus ou moins inquiets, hein, quand même, en tout cas ceux qui ne veulent pas de ça, comme on entend partout là dans les médias. Et c'est vrai qu'il faut essayer quand même de garder espoir et puis continuer dans les combats pour essayer de combattre tout ça, quoi, en fait. Mais la vague réactionnaire qui se lève partout, puisque c'est pas seulement la spécificité française, on vient de voir aujourd'hui un coup d'État, une tentative de coup d'État en Bolivie, partout, et la contrepartie aussi d'une vague qui s'est levée et qui va continuer de se lever de critique du capitalisme. Et cette critique aujourd'hui, il faut voir dans la jeune génération, plus personne ne veut du capitalisme. Tout le monde pense qu'il faut prendre sérieusement en compte la question écologique. Plus personne ne veut des violences sexuelles et sexistes, et pense que de faire avancer les combats féministes,
ça va être l'occasion pour tout le monde d'aller mieux, etc., etc. Et évidemment, on ne supporte plus toutes ces formes de discrimination, de domination. Et au contraire, il y a de plus en plus de gens qui ont envie, qui vont du côté de l'entraide, de la justice, de plus de liberté et à la fois de plus d'égalité. Donc, ce repli rance que l'extrême droite, les grands médias essayent d'inculquer dans la tête des gens les plus crédules, c'est aussi parce que de manière plus profonde, la pensée disons, moi je pense que c'est une pensée libertaire. La pensée libertaire et socialiste est en train de s'étendre et de gagner dans les jeunes générations. Et c'est une résistance des générations plus anciennes à ce mouvement de fond qui a lieu. Voilà. Mais c'est comme ça que je le vois un petit peu, mais c'est aussi une manière de se donner confiance, quoi. Voilà. Et donc je pense que, enfin, moi, en tout cas, que une des choses aussi qu'apprend l'anarchisme par rapport à ce que vous disiez, Peggy, c'est aussi de ne pas seulement, et vous le faites aussi avec cette émission, de ne pas seulement attendre, mais on peut déjà, dès maintenant, effectivement, essayer de lutter contre ça en faisant des émissions, des documentaires, en travaillant sur une forme d'éducation populaire, et puis toutes les formes de lutte doivent se soutenir et parce que les dominations et les discriminations se soutiennent, se superposent et s'entretiennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peggy. Et malheureusement, je fais partie de ces gens qui ne vont pas voter parce que en fait, je suis une personne en situation de handicap et je me dis, tant que malheureusement les urnes ne sont pas adaptées, pourquoi j'irai voter puisque eux-mêmes ne votent pas de moi. Donc ça, c'est mon côté justement anarchiste. Voilà, j'ai pas envie de voter pour ces gens-là parce que de toute façon, ils ne veulent pas de moi dans leur combat. Donc pourquoi j'irai en fait. Donc voilà, c'est toute cette philosophie-là, voilà, que j'essaie d'expliquer aux gens et que c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Bien sûr, mais bien sûr. Il y a tellement de choses à faire et on oublie tellement de gens, voilà, dans la politique, etc., que c'est difficile de faire changer les choses. Ça prend du temps, en tout cas. Voilà. En tout cas, de le faire avec votre émission que j'ai regardé les autres, c'est génial. En fait, on fait un peu la même chose tous les deux, hein. Voilà. Donc, c'est le métier que je voulais faire, journaliste, et bon, j'ai pas pu le faire parce que j'ai échoué lamentablement au bac et tout ça. Donc, du coup, voilà, j'essaie de trouver une autre manière de le faire à mon niveau et voilà, comme ça, quoi. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre accessibilité. Et avec plaisir, en tout cas, de venir en parler, peut-être après les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux et puis essayer de voir un peu ce qui s'est passé? Voilà, en parler, quoi. Avec plaisir, Peggy. C'est vous qui me dites. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.